Simple sur le plan historique, pas préhistorique, mais historique. Sur le plan historique, les paléontologues, à une certaine époque, pensaient que l'origine de l'homme était tropicale. Ils le pensent toujours. Ils pensaient que l'origine de l'homme était tropicale, mais qu'il s'agissait d'un large berceau africano-asiatique. Et puis la découverte de fossiles en Asie ressemblant aux orang-outans a fait qu'ils se sont rétractés sur l'Afrique pour continuer à réfléchir, que l'Asie a été en quelque sorte abandonnée. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé l'histoire de l'East Side Story pour m'amuser, tout simplement parce que à l'est de l'Afrique depuis 20 ans, un certain nombre d'expéditions, dont les miennes, découvraient des restes d'humains ou de préhumains, alors qu'on ne trouvait pas du tout de restes de pré-chimpanzés ou de chimpanzés. Et quand on regarde aujourd'hui cette carte de l'Afrique, on voit que la forêt est en effet à l'ouest de la grande faille qu'on appelle la Rift Valley, alors que la savane, qui s'est asséchée petit à petit, de plus en plus, et ça c'est tout à fait clair, va aller un rôle extrêmement important et qui probablement dépassait son niveau. Alors, lorsque Michel Brunet et son équipe a trouvé sur les terrains du Tchad, sur des terrains que j'avais trouvés d'ailleurs, le site de Benalla où a été trouvé Toumaï, c'est moi qui l'avais découvert, mais je n'avais pas trouvé Toumaï. Et lorsque ces préhumains ont été découverts au Tchad, il est bien évident que là on était bien au-delà, à l'ouest de la Rift Valley, et que la Rift Valley n'avait plus le rôle essentiel de barrière que je lui avais accordé. C'était bien plus compliqué comme d'habitude. La Rift avait dû fonctionner soit comme barrière à une certaine époque, soit comme filtre à une autre époque, soit comme passoire à d'autres époques, et non seulement à des époques différentes, mais en fonction aussi des groupes animaux, laissant passer les uns et gardant les autres, etc. Enfin, c'est sûrement très compliqué, et ça s'éclaircira un jour. Ceci étant dit, ce qui demeure de cette histoire-là, et qui m'amuse, c'est que les collègues qui travaillent sur les préhumains aujourd'hui, notamment sur Ardipithecus par exemple, Tim White, qui travaille sur Ardipithecus, dit en long et en large avec son fidèle collègue Lovejoy, qui est un excellent anatomiste du système de locomoteur, ils disent que l'homme s'est redressé, quand même, s'il n'est pas rien, parce que le paysage s'est découvert. C'est-à-dire que c'est parce que le paysage n'était plus une forêt dense, mais que c'était devenu une forêt claire. Ils ont raconté plein d'histoires en disant c'est pas de la savane, c'est la forêt claire, mais ça, l'histoire est la même. Et c'est une forêt claire avec des prairies, dont ils font peu état, alors que les pollens montrent clairement qu'il y a aussi de la prairie. Et c'est cette ouverture de paysage qui a fait se redresser le préhumain. Donc mon histoire n'est pas East Side, mais c'est la même story, si je puis dire. Alors je ne veux pas du tout m'amuser à rattraper une histoire qui était en partie fausse. Elle n'était pas aussi localisée que je l'avais envisagé, parce que c'était presque trop simple. Je l'ai écrit d'ailleurs à l'époque. C'était même un peu simplet de voir la rift comme ça, comme une belle limite entre les deux. Et du coup, ça a été pris tout à fait en considération et souvent enseigné. Mais il n'empêche que c'est bel et bien l'ouverture du paysage qui a fait se redresser l'homme, et c'est bel et bien cette ouverture qui a entraîné ensuite toute l'évolution de
la bipédie associée à l'arboricolisme, puis la bipédie toute seule, et puis la bipédie de plus en plus performante, et puis finalement la bipédie associée à la course et à des trajets de plus longue durée, et qui a fait l'homme. Donc je m'y retrouve un petit peu. Par ailleurs, j'ai une petite revanche que je n'ai pas encore prise. Par ailleurs, il se trouve que là on change d'époque de 3 millions d'années, autour de 3 millions d'années. On revient à ce grand changement climatique de 3 millions d'années. Le changement climatique, il est successif. Il commence à 10, il s'accuse à 4, il s'accuse encore plus à 3. Celui de 3 millions d'années est superbe. Superbe. C'est-à-dire qu'il va entraîner une réaction de tous les hominidés qui vont trouver des répliques, qui vont trouver des réponses à cette agression du milieu. Et ils sont tous équipés du même stock génétique, mais ils vont jouer avec ce stock génétique de manière différente. Alors je m'explique. En afar, par exemple, la réaction, ça va être une forme robuste, Australopithecus gary, pas très puissante, mais avec de fortes dents. Une forme gracile, c'est l'Homo de 2,8 millions que l'on vient de découvrir. Dans le reste de l'Afrique de l'Est, sud de l'Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Malawi, c'est une forme robuste, Australopithecus ethiopicus, que j'ai découvert, et Australopithecus boisei. Voilà, le boisei, on pourra faire mieux. Et une forme gracile qui va être l'homme, le genre humain. En Afrique du Sud, une forme robuste qui s'appelle Robustus, on ne peut pas l'appeler plus clairement, et une forme gracile qui va être Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, qui est au fond un petit cul-de-sac, parce qui continue à grimper et marcher avec un petit cerveau. Donc, Afrique, afar, niche écologique particulière, petit cerveau sur Gary, le reste de l'Afrique de l'Est, petit cerveau sur Ethiopicus boisei, Afrique du Sud, petit cerveau sur Robustus, petit cerveau sur Africanus et sediba, mais gros cerveau sur le bonhomme qu'on va trouver à la fois en afar et enfin en Afrique de l'Est en général. Et c'est ce gros cerveau-là qui va faire que, alors que toutes ces réactions, toutes ces démarches, toutes ces offensives vont réussir, mais elles vont réussir un certain temps, alors que celle de la grosse tête va réussir jusqu'à Science et Avenir.